Salut à tous, c'est Karim Debache pour un nouvel épisode de Crost et aujourd'hui on fait des charlottes aux fraises et on se roule dans une couette propre. Non, j'arrive pas à faire semblant d'être heureux. C'est la fin de Crost. Ah! Et je vous avoue que ça me peine beaucoup. Tu vas faire que des onomatopées, espèce de sale abruti merdeux? Ok, donc un dernier épisode dans une sale ambiance de merde. Merci beaucoup, monsieur connard, ça fait plaisir de se faire traiter comme une grosse merde. Je t'emmerde. Stop! Arrêtez les gars! On n'est pas là pour se prendre le chou, se crêper le chignon. C'est pas cool! Soyez cool un peu! Merde! Je pense que ce qu'essaie d'exprimer Jérémy dans cet effroyable, pathétique moment de comédie, c'est qu'on aurait besoin d'une happy end. C'est pas faux. Puis c'est vrai qu'on a passé de super moments. Voilà les gars! Ça c'est un bon délire! On a besoin d'énergie positive et de synergie de groupe! Ouais! L'happy end ou happy ending est un point d'intrigue qui consiste à la fin d'un récit à faire gagner les gentils et perdre les méchants. Est-ce que tu peux définir table pour que tout le monde soit sûr? Évidemment, l'happy end est aujourd'hui considéré comme un cliché rattaché au cinéma hollywoodien, parfois un peu neuneux, souvent assez forcé et même régulièrement plutôt malhonnête. Par exemple dans un film catastrophe ou dans un gros film d'action. Vous avez déjà fait attention au nombre de morts auxquels vous assistez, dans le fond, sans vraiment jamais s'arrêter sur eux? La seule chose qui souvent rend l'happy end happy, c'est que la caméra ne s'intéresse qu'à ceux qui finiront happy. Quand bien même vous assistez à la mort et la souffrance de centaines d'hommes, de femmes, d'enfants et d'animaux. La plupart de ces films vous montrent les situations les plus effroyables que n'importe quel être humain est terrifié à l'idée de vivre ne serait-ce qu'une seule fois dans sa vie. Et quand vous sortez de la salle, vous vous dites « Les gentils ont gagné, le monde est sauvé ». Alors que le monde est pas sauvé, le monde est ravagé, complètement à l'agonie, ça prendra des siècles et des siècles pour retrouver une situation stable. Si tant est qu'un jour on puisse arriver à une situation stable, mais nous, on se dit « Les gentils ont gagné, le monde est sauvé ». Parce que la seule empathie qu'on ressent est intégralement dirigée vers les protagonistes. L'happy end peut donc être considérée comme une stratégie commerciale, qui mise sur la satisfaction émotionnelle que l'on ressent lorsqu'on voit un personnage que l'on aime finir par réussir ce qu'il a entrepris au début du film. L'happy end est censé être happy pour les personnages et pour le spectateur. Ceci étant dit, si on considère simplement que l'happy end est une façon de manipuler les émotions des spectateurs pour leur faire admettre un point de vue moral, je ne trouve pas ça bien différent d'une fin de tragédie, c'est juste que ça joue pas sur les mêmes émotions. Prenons un film qui met en scène un personnage juste et moral, qui prend systématiquement les bonnes décisions et ça le fait réussir à la fin. Et un autre film qui suit un personnage amoral qui passe son temps à faire des saloperies. Quand ce personnage-là se fait punir par le film, il exprime en réalité une morale similaire au film d'avant. On n'est pas dans une situation d'happy end, mais on est dans une démarche moralisatrice aussi. Donc vous savez quoi? Je pense qu'une happy end n'est pas forcément cucu, neuneu, gnangnan ou tout autre mot avec 2 fois la même syllabe qui exprime des idées étrangement similaires. Une happy end peut simplement servir un point de vue. Et je pense qu'on peut ne pas avoir peur aujourd'hui pour notre dernier épisode d'essayer de trouver une happy end. Ouais. Cherchons une happy end. On va trouver une happy end. Bonne humeur, joie et félicité dans le cœur des hommes sera le mot d'ordre. Ça fait plein de mots. Jérém, divertis-donc l'audience de tes talents d'humoriste alternatif. Donc Scott Pilgrim ou Scott Pilgrim vs The World dans sa version originale est un film américain sorti le 13 août 2010 aux États-Unis et réalisé par Edgar Wright, qui est un cinéaste qui déchire sa race, et qui a été le réalisateur de la très bonne série britannique Spaced avec Simon Pegg et Nick Frost. Toujours avec Pegg et Frost, Edgar Wright est aussi le réalisateur de Shaun of the Dead, Hot Fuzz et Le Dernier Pub avant la fin du monde. 3 films que d'ailleurs je vous recommande sans hésiter. Savez-vous que ces 3 films sont connus sous le nom de trilogie des Cornetto? Dans chacun des films, un cornetto apparaît à chaque fois avec un goût différent. Dans Shaun of the Dead, c'est un cornetto fraise dont le rouge rappelle la couleur du sang. Dans Hot Fuzz, le cornetto bleu rappelle la couleur de la police. Et pour Le Dernier Pub avant la fin du monde, un cornetto vert pour rappeler les extraterrestres, puisque c'est de la science-fiction. Professeur c'est des trucs, vous ici. À bientôt. Le film est aussi l'adaptation d'une série de 6 comic books écrits et dessinés par Brian Lee O'Malley, surtout connu pour ça en réalité, mais qui fait aussi de la musique sous le nom de Kupek. Donc le film nous raconte l'histoire de Scott Pilgrim, interprété par Michael Cera, un acteur canadien connu pour avoir joué dans la série Arrested Development ou le film Juno, et que j'adore dans le très drôle Superbad de Greg Mottola. D'ailleurs, coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Non seulement Greg Mottola a réalisé Superbad avec Michael Cera dans le rôle principal, mais il est aussi le réalisateur du film Paul, qui met en scène Simon Pegg et Nick Frost, les acteurs fétiches d'Edgar Wright. Coïncidence rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une. Coïncidence? Mais moi je sais pas. Scott Pilgrim donc est un jeune adulte de 22 ans qui vit à Toronto et qui est bassiste dans le groupe Il sort depuis peu avec Knives, une lycéenne, ce qui évidemment provoque la désapprobation de ses amis qui la trouvent trop jeune. Sauf que lui vit plutôt bien sa relation au départ et aime passer plein de temps avec elle, au point d'être devenus tous les deux super forts à Ninja Revolution. C'est un Dance Dance Revolution avec des ninjas? Non, c'est un pamphlet antimilitariste. Vous allez voir que le film contient plusieurs scènes de combat qui mettent en scène les personnages principaux, et dans le comics, il n'y a aucune explication sur pourquoi ils savent si bien se battre. Mais la production du film a demandé à ce qu'il soit apporté une justification à ça. Donc les scènes où on les voit jouer à Ninja Revolution ont été ajoutées dans le film pour justifier l'improbable talent à la bagarre des protagonistes. Alors qu'au départ, c'est juste qu'ils se battent parce que c'est un fantasme classique d'enfant qui s'imagine être super fort. Moi-même, j'ai souvent essayé de faire des kamehameha et j'aurais aimé ne jamais dire ça publiquement. Donc l'entourage de Scott Pilgrim se compose du reste de son groupe de musique, de son colocataire et de sa sœur. Un soir, Scott rencontre Ramona, une ravissante jeune femme avec des cheveux rigolos et une part de mystère qui semble faire fondre Scott.
Ils commencent donc à sortir ensemble, ce qui le met dans une situation assez gênante avec Knives, d'autant qu'il a invité les deux filles au même endroit pour qu'elles assistent à un concert de son groupe, dont la batteuse est aussi une ex à lui, un personnage adorable donc. Quand soudain, débarque de nulle part Mathieu Patel. qui visiblement cherche la bagarre, et lui apprend qu'il est un ex de Ramona et qu'il veut lui péter la gueule. Mais aussi que Ramona en a 6 autres et que chacun d'eux dispose de pouvoirs maléfiques. Et à partir de ce moment-là, le film se découpe de manière assez évidente, puisqu'on va assister aux combats qui vont opposer Scott à chaque ex. Le premier, donc, Mathieu Patel l'attaque avec le pouvoir de la danse stéréotypée. Donc Scott Pilgrim défonce évidemment Patel, et du coup on peut s'apercevoir que les méchants explosent en pièces quand ils meurent. Saviez-vous que les personnages qui explosent en pièces est une référence aux jeux vidéo? Dans la plupart des jeux vidéo... Professeur, c'est des trucs, tout le monde sait ça, ferme ta gueule. Bref, avant que qui que ce soit ne s'inquiète du meurtre qui vient d'avoir lieu, que fait la police? Elle t'emmerde. Il rencontre et doit affronter le deuxième ex qui est un acteur d'action ultra balèze qui a le pouvoir de se bagarrer avec ses doublures et de faire du skate. Et Spider-Man se plaint. Par contre, j'ai beaucoup de mal à admettre la façon dont il se débarrasse du méchant. En fait, il lui demande juste de grinder sur cette rampe ultra dangereuse, il accepte, et il en meurt. Ça c'est vraiment compliqué à admettre, je veux dire, tu peux pas juste dire à quelqu'un va mourir là-bas, arrête tes cons. Donc nombre de méchants ex maléfiques s'enchaînent, dont un végétalien Super Saiyan que Scott piège en lui faisant boire du lait de vache, ce qui provoque... Les mains en l'air. Tony. On t'arrête pour infraction au végétalisme. un Deus Ex Machina. Quelle diablerie es-tu donc en train d'invoquer? Le Deus Ex Machina, ou Deus Ex Machina dans sa version originale, est un procédé narratif qui désigne le fait qu'un problème d'apparence insoluble soit soudainement résolu par un événement inattendu. C'est un terme qui vient du théâtre où il désignait une machinerie qui faisait descendre un dieu sur scène pour dénouer une situation. Le procédé est très souvent utilisé comme une façon d'exprimer le point de vue moral du film, comme une forme de justice divine qui interviendrait pour juger le comportement des personnages. Il y a un bon milliard de films qui utilisent ça, mais pour que ce soit évident pour tout le monde, un exemple que vous ne pouvez pas avoir oublié se trouve dans Jurassic Park. Attention, la scène qui va suivre risque de vous gâcher la fin de Jurassic Park. L'équipe de Cross tient donc à adresser un message à tous ceux qui n'auraient pas vu Jurassic Park. Sérieux les gars. Merde. À la fin du meilleur film du monde, les personnages se retrouvent piégés par les vélociraptors dans le centre des visiteurs. Lorsque, sorti de nulle part, un T-Rex flambant neuf débarque et fait de la bagarre contre les vélociraptors, donnant au courageux héros le temps de s'échapper. Quand même, putain, quoi? Sérieux? Wow! Ok, donc après ça, évidemment, tout se déroule comme vous pouvez l'imaginer. On suit Scott vivre moult péripéties et vaincre les uns après les autres les ex de Ramona. La structure étant évidente, je vais pas vous décrire tous les combats, mais il y en a des vraiment classe. Comme celui-ci où Scott doit vaincre des jumeaux DJ qui invoquent un gros dragon. En plus, tout le combat se passant sur scène, la séquence est aussi un joli moment de comédie musicale. Donc Scott Pilgrim arrive à les défoncer, ce qui lui fait gagner une vie, et il lui reste à affronter le dernier ex, un producteur de rock du nom de Gideon, interprété par Jason Schwartzman, un très bon acteur connu pour ses rôles dans des films de Wes Anderson, qui tient ici celui de l'antagoniste principal, qui a kidnappé Ramona et fait signer le groupe de Scott sur son label. Ah, ce personnage a bien de l'allure, je trouve. Ouais, j'avoue, on dirait un peu un mélange entre Steve Carell et Tom Cruise. Effectivement, c'est même assez déstabilisant, mais je suis sûr que ce personnage a une origine très particulière. Est-ce que tu peux nous illuminer de ton savoir? Avec plaisir, face de cul. En fait, le personnage s'inspire de celui de Swan dans Phantom of the Paradise de Brian De Palma, ce qui me permet déjà de vous conseiller très fortement Phantom of the Paradise, qui est selon moi un des tout meilleurs de Palma. Avec l'impasse, en tout cas, ce sont mes préférés. Mais aussi, pour que tout soit dit, de vous parler de l'origine de ce personnage-là, celui de Swan, qui s'inspire en partie du Méphistophélès de Faust, et de Phil Spector, un producteur de musique américain qui a cartonné dans les années 60 en produisant plein de groupes super célèbres. C'est quand même assez fou que ces deux grands méchants aient pour origine un vrai producteur de musique. Certes, un producteur de musique qui est aujourd'hui en tôle pour meurtre, et qui, très franchement, me fait bien plus peur que n'importe lequel des personnages qu'il a inspiré, mais un producteur de musique quand même. Bon, vu que j'aime bien le film et que j'ai pas envie de vous en gâcher la fin, je vais m'arrêter là. Sachez juste qu'il reste encore quelques très jolis combats et quelques bonnes vannes, comme celle du jumeau maléfique que doit affronter Scott. Même si, très franchement, on est tous d'accord pour dire que la vanne du jumeau est complètement éculée. Je te le fais pas dire. Sinon, le film, il est vraiment cool. Par contre, il parle pas vraiment de jeux vidéo. Ah merde. Effectivement, le jeu vidéo n'est pas vraiment le thème du film. Il y a bien eu un jeu vidéo Scott Pilgrim sorti un peu après, mais le film est une adaptation de BD. Il ne raconte pas l'histoire d'un développeur de jeux vidéo, l'intrigue n'est pas centrée sur le jeu vidéo, mais, deux trucs. En premier lieu, le film contient un bon milliard de références à l'univers du jeu vidéo, jusque dans le sound design ou l'habillage du film. C'est juste vraiment gavé à ras-bord de clins d'œil. Le film est un océan de pop culture. La plupart du temps, j'ai du mal avec cette démarche-là, parce que je trouve ça souvent forcé et stérile. Mais là, c'est assez différent, parce qu'on sent une certaine bienveillance dans le regard qui est porté sur la pop culture, donc j'ai du mal à considérer ça comme des trucs ajoutés au forceps dans le film. Pour moi, ça fait clairement partie de l'esthétique du film, c'est aussi ça qui lui donne son charme. Donc voilà, pour ce qui est du côté ultra référentiel de l'œuvre, je pense qu'il faut essayer de voir ça comme un habillage, qui finalement ne nuit pas tant que ça à la narration, et qui trouve son sens dans la façon dont les références sont intégrées à la mise en scène ultra speed et découpée. Ça donne un côté très généreux au film, et c'est une qualité rare. Le deuxième point qui fait que je vous parle de ce film d'Ancross concerne la structure narrative du film, qui comme vous l'avez compris je pense, est calquée sur celle d'un jeu de combat, les 7 ex étant bien évidemment les combattants à affronter. En gros, vous êtes dans un story mode. Et en vrai, c'est ce qui va constituer une des seules critiques majeures que j'ai à faire au film. Je trouve que certains moments sont très étrangement rythmés, et que globalement la seule carotte qui vous fait avancer pendant tout le film, c'est de découvrir les
ex maléfiques et leurs pouvoirs. Ce qui selon moi entraîne deux problèmes. Déjà, je trouve qu'on s'intéresse beaucoup aux personnages des ex, ce qui fait qu'on passe moins de temps sur les relations entre les protagonistes. Et du coup, je trouve que ça rend leur interaction assez artificielle et qu'on perd en empathie sur eux. Et en plus de ça, on ressent quelque chose d'assez bâtard, parce qu'autant cette structure colle au rythme d'un jeu de combat ou d'une BD, qui sort en plusieurs tomes, mais là c'est un long métrage, et je trouve qu'assez paradoxalement, cette linéarité nuit à la fluidité du film. Mais là je pinaille comme un gros relou, hein. En vrai ça va, le film il est pas chiant. Quoi qu'il en soit, et même si je suis conscient que le jeu vidéo est secondaire dans le film, je voulais absolument terminer mon émission en parlant pour une raison qui m'est très importante. Je le vois comme une preuve d'espoir. Didier Barbelivien te pisserait dessus pour ça. Parce que je trouve ça rassurant qu'on puisse réaliser une grosse production moderne et bienveillante avec pour héros un jeune fan de jeux vidéo. La grosse différence avec pas mal d'autres films, c'est qu'il ne se contente pas de montrer un gamer, c'est le film qui transpire cet univers dans la façon dont il est pensé. Pour moi, c'est la preuve que le jeu vidéo n'est plus juste un argument commercial, c'est quelque chose qui fait naturellement partie de la culture et qui s'y est intégré assez organiquement. Ce que prouve Scott Pilgrim, c'est que des gens qui ont grandi avec le jeu vidéo commencent à devenir cinéastes, scénaristes, auteurs, graphistes, artistes, et ne méprisent plus la culture gamer comme ils ont eu l'habitude de le faire, parce que cette culture existe dans l'imaginaire collectif. Personne ne considère plus Mario comme une icône geek, c'est juste une partie du paysage culturel. Et tout devient extrêmement grisant au moment où on comprend que, contrairement à ce qu'on peut penser au départ, le film n'essaye pas d'être un film de gamer, il essaye d'être un film générationnel. C'est ça qui lui donne une portée si importante. Et je vois aussi ça comme une espèce de promesse sur le futur. On voit fleurir tout un paquet de documentaristes ou de cinéastes amateurs qui créent déjà des tonnes de contenu intéressant autour du jeu vidéo. Et je suis sûr que Scott Pilgrim n'est qu'un des premiers longs métrages de fiction à faire ça. C'est un film sincère et divertissant, il y a pas grand chose à lui demander de plus que ça, et je pense que c'est ce que je peux trouver de plus pertinent pour une happy end. Et le film a marché du coup ? C'est un film sincère et divertissant, il y a pas grand chose à lui demander de plus que ça, et je pense que c'est ce que je peux trouver de plus pertinent pour une happy end. Ok, il a fait un bide. Pas un énorme bide, mais un bide quand même. C'est un peu déprimant, surtout que le film a quand même coûté un paquet de pognon, genre 60 millions de dollars, et il n'en a rapporté que 47 millions. Ça fait certes beaucoup d'argent de perdu, mais je m'en bats la race, c'est quand même une happy end. Déjà parce que le film a plutôt bien marché en vidéo et VOD, donc ça va, y a pas mort d'homme, et en plus parce qu'il a réussi à devenir assez culte. Plein de gens connaissent ce film, d'ailleurs c'est très certainement le film qui m'a été le plus demandé, et j'espère que ça vous fait plaisir de me voir en parler. C'est un film amusant et atypique, et je vous le recommande, c'est cool. Et c'est la fin de Crost. Diantre. Voilà, et comme j'ai pas envie de me perdre dans une avalanche de mièvrerie, je vais me contenter de vous remercier beaucoup pour votre accueil sur jeuxvideo.com. Vous avez été un public super cool pendant cette année, ça a été très agréable de faire des émissions pour vous. On vous remercie tous. Là, je suis tout seul devant la caméra, mais tout le monde vous remercie, Gilles. Ouais. Il vous a remercié. Et voilà, et donc je voulais juste vous adresser un petit mot pour vous dire que Cross c'est fini, que nous on n'a pas terminé de faire des vidéos, qu'on va continuer à en faire, et que si vous voulez voir ce qu'on fera après, il suffira de vous connecter sur YouTube ou Facebook pour nous retrouver. C'est simple, je vous mettrai des liens par là. Et voilà, en tout cas je vous remercie beaucoup, je remercie tous les gens qui nous ont aidés à faire cette émission, ça a été un plaisir vraiment, et on se retrouve très bientôt, je vous embrasse très fort, et voilà. Je pense qu'il est temps pour un petit montage moisi de vieilles images sur de la musique triste, plus que jamais. Au revoir les gars. Et au revoir Gilles. Au revoir les amis. Au revoir Jérémy. Au revoir! Au revoir à tous! Au revoir Kamel de Biche. Au revoir Fidèle Sidekick. Au revoir Charles. Salut les... Au revoir Hugo Jouxtel. Ça devait être mon grand comeback. Au revoir étrange personnage récurrent de policier. Au revoir. À la prochaine. Wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Old dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're after the same rainbow's end, waiting round the bend. My huckleberry friend, Moon River and me.